Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Vous assisterez ce matin au Conseil de défense ? Oui. Oui. Vladimir Poutine a mis en alerte la force de dissuasion nucléaire russe. L'OTAN dénonce une rhétorique dangereuse. Faut-il prendre ces menaces au sérieux ? Il n'appartient pas de commenter ce genre de déclaration. Le Conseil de défense, d'ailleurs, autour du président de la République, dira quelle est la position officielle de la France. Mais ce qui est certain, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Évidemment, est une tragédie et que nous devons tout faire, les Européens, la France qui préside l'Union européenne, pour au mieux d'abord aider la paix. C'est ce que fait le président de la République chaque heure, j'en suis témoin, mais aussi accompagner les populations. C'est ce qu'il m'a demandé de faire en tant que ministre de l'Intérieur. Alors, il vous appartient peut-être pas de commenter cette phrase de Vladimir Poutine. Néanmoins, vous êtes le ministre de l'Intérieur. Des gens qui vous regardent ce matin et qui se disent, quand on entend parler de menaces nucléaires à l'heure du petit déjeuner, on a besoin d'être rassuré. Mais ce qu'il faut surtout, c'est imaginer qu'il y a aujourd'hui une guerre de la communication autour du conflit ukrainien. On voit bien que tout ne se déroule pas manifestement comme prévu pour les Russes, que le peuple ukrainien, que le gouvernement ukrainien est extrêmement courageux et que l'Union européenne prend des sanctions extrêmement fortes. Je crois, ça a été commenté en 50 ans d'Union européenne, quasiment jamais nous avons constaté une telle sanction vis-à-vis d'un autre pays comme la Russie, des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques qui ont touché au cœur la Russie. Et je veux aussi dire que notre travail, c'est d'accompagner la population ukrainienne. C'est ce qu'on a fait hier à Bruxelles. On va en parler dans un instant. Vous disiez à l'instant, et vous avez raison, c'est vrai que c'est des sanctions jamais vues de la part de l'Europe, qui va même acheter des armes pour aller aider l'armée ukrainienne, avec des sanctions économiques à l'endroit de la Russie. Le rapport de force, la surenchère, pourrait même dire certains, c'est la seule option désormais qui est posée aux Européens, vis-à-vis de Vladimir Poutine, vis-à-vis de la Russie. Mais je crois que la position de l'Union européenne, et singulièrement de la France qui préside l'Union européenne aujourd'hui, est extrêmement équilibrée dans la tragédie que nous connaissons. C'est-à-dire ne pas engager l'Europe, ne pas engager la France, ne pas engager les armées qui ont l'arme nucléaire, de rentrer dans un conflit avec la Russie. Je crois que d'ailleurs ce conflit n'est souhaité par personne, mais de ne pas laisser tomber évidemment l'Ukraine. Ne pas laisser tomber l'Ukraine en prenant des sanctions économiques extrêmement fortes. Ce que nous faisons, c'est que nous sortons la Russie du système économique et financier mondial. Il y aura des conséquences extrêmement forte pour la Russie, qui a déjà un PIB qui est celui de l'Italie, alors qu'elle a 2 fois plus de population, grosso modo, que l'Italie. Quand nous prenons des dispositions diplomatiques pour empêcher la facilitation de la venue des diplomates, des hommes politiques, nous avons mis dans les fichiers de police, par exemple, de l'Union européenne, que tous ceux qui avaient voté la guerre en Ukraine ne peuvent plus accéder au territoire européen, ne peuvent plus accéder à leurs biens. Aujourd'hui, avec Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, le ministère de l'Intérieur fait la liste des biens pour pouvoir éventuellement prendre des sanctions. Et ceux qui sont sur le territoire français, d'ores et déjà, seront ceux qui sont expulsés. Alors, l'intérêt de notre politique à la demande du président de la République, c'est de pouvoir s'en prendre aux dirigeants russes, à ceux qui sont responsables économiques, diplomatiques, politiques, et pas à la population russe. Voilà, les étudiants russes, évidemment, n'ont pas à payer ce que fait leur président en Ukraine. Mais les oligarques russes qui sont sur le territoire français pour passer leurs vacances ? En revanche, ce qui est certain, c'est que nous regarderons, et nous sommes en train de regarder la liste exacte des personnes qui ne doivent plus rester sur le territoire national et qui ne doivent plus jouir de leurs biens sur le territoire national, en France métropolitaine comme en Outre-mer. C'est parfaitement clair, donc ça veut dire que ceux qui sont sur le territoire français et qui n'ont pas vocation à y rester seront Aujourd'hui, le Conseil des chefs d'État a déjà pris une décision le 24 février qui consiste à suspendre l'accord de facilitation entre la France et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie. Donc on a déjà mis fin à un certain nombre d'accès au territoire national. Alors une urgence chasse l'autre dans cette période. Près de 400 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine. On parle de 7 millions d'Ukrainiens d'ores et déjà déplacés. Comment l'Europe peut aider ces réfugiés ? Comment se prépare-t-elle à accueillir ces réfugiés ? Alors les Nations Unies évoquent jusqu'à 12 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine et puis en Union européenne, notamment Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, mais aussi en Moldavie, que nous devons absolument aider. Aujourd'hui, nous avons déjà à peu près 400 000 personnes qui ont fui l'Ukraine et qui sont en Pologne et dans les pays limitrophes. Alors nous avons déjà envoyé, nous, la France, 33 tonnes de matériel. D'abord pour la Pologne et 33 tonnes de matériel en Moldavie. Nous envoyons... C'est quoi ce matériel ? Ce sont des tentes, ce sont des médicaments, c'est de la nourriture. C'est évidemment ce qui aide tous les jours les personnes à être accueillies dans les meilleures conditions, conformément aux images que vous avez vues. D'ailleurs, on salue le gouvernement polonais et tous les gouvernements qui aident à l'accueil de ces réfugiés. Des moyens qui sont déjà arrivés ? Exactement, que nous avons déjà envoyés. Et puis là, aujourd'hui, 2 avions vont partir évidemment de la sécurité civile française à la demande du président de la République, remplis de médicaments et qui vont atterrir en Pologne dans les prochaines heures pour aider, notamment par des médicaments, les enfants, les femmes, les personnes les plus touchées par les maladies et qui doivent fuir leur pays. Mais indépendamment de ça, nous avons réagi en Européens et dimanche, nous avons convoqué à la demande du président ce Conseil des ministres de l'Intérieur
de l'Union européenne, qui notamment, déclenche le mécanisme d'urgence de l'Union européenne. Ça va beaucoup faciliter l'arrivée des convois humanitaires, aidé par la délibération, nous espérons, adoptée du Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit les corridors humanitaires, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui à la frontière polonaise. Et puis, deuxièmement, nous allons donner, jeudi prochain, espérons-le, nous allons voter la protection temporaire à tous les Ukrainiens qui arriveront en Europe, c'est-à-dire l'asile à tous les Européens, tous les Ukrainiens qui arrivent en Europe. Ça veut dire une procédure d'asile simplifiée et rapide pour les réfugiés ukrainiens dans toute l'Europe, y compris en France. Exactement. Ils seront les bienvenus en France. Ah, bien sûr, ils sont bienvenus en France, même si on se doute que dans un premier temps, ils vont beaucoup aller dans les pays limitrophes et dans les pays où il y a une grosse communauté ukrainienne. Ce n'est pas tout à fait le cas en France, évidemment, mais ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y aura une solidarité européenne pour aider ces pays qui sont à la frontière de l'Ukraine. Une solidarité économique, de matériel, humaine. On a déployé des personnes également, Frontex, et puis une solidarité d'asile. Il y a un millier de Français qui sont bloqués en Ukraine. Alors vous allez me dire que c'est du registre du Quai d'Orsay d'accompagner ces Français qui sont encore là-bas. Mais le GIGN est à l'ambassade de France à Kiev. Ont-ils aussi pour mission d'aller chercher, exfiltrer des ressortissants français qui seraient en difficulté ? La mission du GIGN, moi je voudrais saluer les hommes du GIGN qui sont aujourd'hui à l'ambassade. Évidemment, c'est de protéger l'ambassadeur et les diplomates ainsi que les personnes qui se retrouvent dans l'ambassade dans une situation où Kiev, vous l'avez vu, est encerclé. Voilà, donc le Conseil de défense prendra un certain nombre de décisions. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous les jours avec le Quai d'Orsay en lien avec les Français qui sont en Ukraine. Quelques-uns ont pu partir d'Ukraine pour aller vers la Pologne. Je rappelle qu'il y a des embouteillages monstres, comme vous le savez, qu'il y a des bombardements et qu'il y a parfois des dizaines d'heures. Il y a eu jusqu'à 60 heures d'attente entre la frontière polonaise et la frontière ukrainienne. Et que notre travail à nous, c'est de faire ces corridors humanitaires. C'est pour ça que la France porte cette délibération au Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi d'aider les gens à venir directement en Pologne. C'est ce que nous faisons. Ce n'est pas la première mission du GIGN, donc c'est davantage de sécuriser l'ambassadeur et ses équipes. Exactement. C'est d'abord de protéger les intérêts français et l'équipe de diplomates qui y est, bien sûr. Alors, vous avez fait passer, Maud Descamps le disait tout à l'heure, une note au préfet pour les inviter à ne pas trop s'éloigner. C'était le week-end dernier, en cas de cyberattaque. Est-ce que vous avez déjà décelé des interférences russes ? Non, il y a des attaques, évidemment, mais nous les repoussons. Il y a des attaques indépendamment du conflit avec l'Ukraine, bien sûr, mais nous les repoussons. Ils se sont renforcés ces derniers jours ? Ils se sont renforcés, mais on ne peut pas tout à fait dire qu'elles sont à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc pour l'instant, on peut dire que c'est une faible intensité, mais nous nous préparons. Nous avons constaté que des pays amis et étrangers, par exemple la Grande-Bretagne, a connu des attaques plus ciblées. Donc nous avons demandé effectivement à l'ensemble du ministère de l'Intérieur de se protéger. Je rappelle qu'on organise des élections dans 2 mois, et que nous devons faire attention absolument à ce que nos systèmes informatiques qui organisent ces élections ne soient pas corrompus. C'est ça la priorité, parce qu'en cas de cyberattaque, quels sont les moyens défensifs mais aussi offensifs dont dispose la France ? On a beaucoup de moyens mis en place, alors soit sur les ingérences étrangères sur le net, il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle Viginum auprès du secrétaire général à la Défense nationale, et puis au ministère de l'Intérieur, des moyens extrêmement importants qui sont mis pour protéger ce qu'on appelle la vie démocratique de la nation, alors tant auprès du Premier ministre qu'auprès du ministère de l'Intérieur. Donc nous avons les moyens de repousser ces cyberattaques. Maintenant, ce que je comprends, ce qui vous inquiète davantage dans la période où nous sommes, c'est des ingérences sur les élections, pas forcément des attaques cyber ciblées sur des sites stratégiques, des entreprises stratégiques. Les deux, mon général. Il y a à la fois ce que nous devons faire pour empêcher les attaques offensives et cyberattaques pour empêcher de faire fonctionner ici un hôpital, là une préfecture, ici la liste électorale de telle commune, qui va faire naître demain les procurations qui nous permettront par exemple de travailler, ou le système qui permettra de communiquer les résultats, par exemple à la presse le soir évidemment de ces résultats, ou qui pourra les interchanger. Ouais. Donc là nous mettons beaucoup de moyens et nous protégeons au maximum nos moyens qui ont été renforcés depuis l'invention. Exactement. Et hier, on a demandé à la Commission européenne de nous donner davantage de moyens, puisqu'elle a les possibilités de le faire, et ce qu'elle va déclencher à partir d'aujourd'hui. C'est valable pour la France, mais il y a aussi des élections en Hongrie, il y a aussi des élections à Malte. Nous ne sommes pas les seuls à voter dans les semaines qui viennent. Et puis, il y a aussi, vous avez raison, des ingérences étrangères sur les réseaux sociaux, dans la vie démocratique. Et c'est pour ça que la décision prise par la Commission de mettre fin à la diffusion de RT et Sputnik est une excellente décision. Elle sera appliquée quand en France ? Le plus rapidement possible, dès que la Commission européenne nous donnera les moyens juridiques de le faire. Vous le rappelez, vous êtes aussi le ministre en charge des élections. Le déclenchement de ce conflit gêne-t-il le bon déroulement de cette campagne présidentielle ? Alors si c'est un bon déroulement physique, au sens matériel du terme, non, tout est organisé. L'organisation d'une campagne démocratique avec un vrai débat. En tout cas, du point de vue d'organisation matérielle de la campagne, en rien n'est gêné par cela, à commencer parce que le ministère de l'Intérieur fait son travail de protection. En revanche, il y a le débat politique, démocratique, évidemment. Je crois qu'on a jusqu'à la fin de semaine pour connaître les candidats. Ensuite viendra normalement le temps d'une campagne qui, bien sûr, est bousculée par cet événement incroyable, au sens littéral du terme, puisque nous devons, et je crois que les Français sont
derrière un président de la République. Qui devrait être candidat d'ici à la fin de la semaine? Ce sera à lui de choisir. En tout cas, aujourd'hui, il est au charbon, comme on dit dans le Nord. Il est à son travail. Et tout le week-end, nous avons travaillé avec lui. Et je peux vous dire qu'il ne laisse pas une minute de temps. Gérald Darmanin pourra-t-il faire campagne? On verra bien ce qui se passera en fin de semaine. Le président de la République choisira son timing, comme on dit en mauvais français. Ce qui est sûr, c'est que le travail du président de la République, c'est d'être président et il le fait très bien. Merci beaucoup, Gérald Darmanin, d'avoir été mon invité ce matin.